Merci, bonjour à tous. J'allais dire bonsoir, hein. Peut-être que j'ai une dette de sommeil. Et donc, nous étions un groupe de travail, un groupe de médecins du travail, dès septembre 2011, qui nous sommes interrogés, donc des médecins du travail en interentreprise et en autonome, et nous sommes interrogés sur l'augmentation au départ des postes longs. On avait beaucoup d'hôpitaux à surveiller ou des agents de sécurité, et on s'était aperçu qu'il y avait une tendance à l'augmentation de ces postes longs, et notamment de nuit, et qu'ils étaient aussi en préparation, et qu'il n'y avait pas trop de questions. On avait remarqué toute l'incidence sur la santé que vous a montré Laurence Weibel. Pour ma part, j'avais des sages-femmes qui rentraient à la 14e, 15e heure après une nuit de travail. Donc, il y avait un vrai problème, et des agents de sécurité qui avaient normalement pour 12 heures, il y avait deux pauses de 20 minutes, sauf que la deuxième pause était payée, et donc ils faisaient une pause de 20 minutes pour 12 heures. Donc, c'était un vrai problème. Nous avons interpellé les deux médecins inspecteurs du travail de l'époque, Dr Banro et Dr Braum, et Brigitte Banro a été vraiment un membre actif de notre groupe, et Laurence Weibel, qui était aussi un moteur de ce groupe. Et on se posait des questions, comment le médecin du travail peut se positionner au milieu d'intérêts divergents qui ne prennent pas toujours en compte la santé. Pour les employeurs, ils espéraient un gain de salaire de 15 à 20%, et pour les salariés, pour certains salariés, ils espéraient plus de temps libre pour leur famille et ce qu'ils avaient à faire, surtout pour les plus jeunes. Les plus âgés avaient déjà une idée sur la question. Et après, le médecin du travail devait aussi s'intéresser à ce que toutes les parties prenantes qui voulaient mettre ces organisations en route et tous les éléments d'information sur les répercussions sur la santé à moyen et long terme, et donc leur donner cette information. Donc, après avoir auditionné... Ah, c'est moi qui tourne les... Ah, tu le fais, d'accord. Et donc, le groupe a fonctionné en alternant rapport théorique et pratique, et on a auditionné de nombreux acteurs des biorhythmes, de chronobiologistes, des chercheurs du CNRS, le législateur, et on a échangé avec des praticiens du terrain, et on a lu plein de bibliographies à ce sujet. Et donc, on a élaboré une brochure qui est plutôt sur les postes en 12 heures, mais aussi de nuit. Et là, résume tous les effets néfastes sur le travail, ce type de travail, notamment de nuit, et les moyens de prévention à destination donc, des salariés, des employeurs et des CHSCT. Elle va être actualisée prochainement, puisque la législation a changé. Et on a publié aussi, dans la revue Référence en santé au travail qu'ont tous les médecins du travail, une publication sur ce constat. Si bien qu'après, suite à ce travail, en 12 heures, le groupe a élargi sa réflexion sur tous les types d'horaires de travail posté, notamment de nuit, et la chronobiologie. Il a continué à combiner les apports théoriques, notamment le fameux rapport d'expertise de l'ANSES qui est sorti en 2016, qui est donc, je rappelle que c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, environnement et du travail, donc c'est assez vaste, et qui a donc évalué de manière très scientifique toutes les probabilités de risque sur la santé. On a auditionné des spécialistes de la clinique du sommeil de Strasbourg, et on a pris en compte toutes les remontées pratiques des médecins du travail. Et cela a fait émerger l'idée de mettre en place une enquête sur les différents types de travail posté de nuit et les moyens de prévention que vous pouvez mettre en œuvre dans les entreprises. Je passe la parole à Madame Levengood. Ah, et ça, c'est les membres du groupe, de la deuxième partie du groupe. Vous voyez qu'on était assez nombreux. Voilà, donc suite aux différents éléments qui vous ont déjà été présentés ce matin, que ce soit les évolutions scientifiques ou les évolutions de constat de nombre de salariés toujours plus exposés au travail de nuit, l'altération sur la santé des travailleurs par les médecins du travail a donné cette volonté d'aller plus loin afin de pouvoir préconiser des mesures de prévention, notamment par les médecins du travail du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui ont donc été destinataires de cette enquête. L'enquête avait 3 objectifs: cadrer
les rythmes en place dans les entreprises afin d'identifier un peu les types de roulement de travail posté, les horaires pour les travails de nuit, mais aussi recenser les actions de prévention qui ont accompagné ce travail posté ou de nuit, afin de voir un peu ce qui passe en entreprise, ce qui est efficace en entreprise. Mais on s'est aperçu aussi qu'il y a un certain nombre de freins et des leviers d'action pour promouvoir la prévention. Donc, c'était au printemps 2017, un questionnaire a été envoyé à l'ensemble des médecins du travail des 2 départements alsaciens, avec donc une diffusion par mail, simplement. Le questionnaire était réparti en 3 phases. La première phase, c'était pour identifier un peu le type d'entreprise suivi par le médecin du travail, le secteur d'activité, puisque selon l'activité, il y en a type veilleur de nuit, c'est une activité que l'on ne peut pas déplacer et où le travail de nuit ne peut pas être supprimé. Mais le secteur des soins aussi, ou de sécurité, il y a tout un tas de secteurs d'activité où il y a une continuité importante et donc des salariés particulièrement concernés. Il y a aussi donc des renseignements, est-ce que de la taille de l'entreprise, est-ce qu'elle a des représentants du personnel ou pas, est-ce qu'il y a eu effectivement une démarche partagée. Tous ces éléments-là permettaient de voir un peu les freins et les leviers pour la mise en place de la prévention. Les moyens de prévention, clairement les nommer. Est-ce qu'il y a eu des arguments identifiés, que ce soit par rapport à des problématiques sociales, économiques ou de santé? Quels sont les arguments avancés pour mettre en place la prévention? Et bien sûr, le détail horaire des différents cycles. Au niveau des réponses, le taux de retour était assez faible, de 22%, malgré quelques relances, mais on a quand même souhaité exploiter les données, non pas quantitatives, puisqu'elles n'étaient pas représentatives, mais qualitatives, puisqu'il y avait quand même un certain nombre d'éléments en matière de mesures de prévention et d'indications à prendre pour la suite des promotions de la prévention du travail de nuit. Sur les réponses qu'on a eues, il y a eu 59 réponses exploitables. L'ensemble, quasiment, à part 2, je crois, réponses concernaient des entreprises de plus de 50 salariés, donc avec un dispositif de représentants du personnel du CHSCT qui peuvent participer à ces démarches. La mise en place des mesures de prévention, on a souhaité appliquer la démarche de prévention telle qu'elle a été présentée ce matin, c'est-à-dire on commence par faire de la prévention primaire, voir est-ce qu'on peut supprimer le risque, et si on ne peut pas les supprimer, quelles sont les mesures pour faire au mieux en matière d'impact sur la santé. Donc 13 entreprises nous ont partagé des mesures de prévention primaire. Et pour 12 entreprises, il y a un certain nombre de mesures de prévention secondaires qui ont été énumérées dans l'enquête. Voilà. Alors, on va voir en revue les différents types de mesures qui ont été proposées. Donc, au niveau de la prévention primaire, il y a bien sûr ce qu'on évoque dans cette prévention, c'est de supprimer le risque. Alors, c'est possible peut-être pour un certain nombre d'activités, mais pour d'autres qui sont typiquement de nuit, comme celle que j'ai citée tout à l'heure, la prévention primaire n'est pas faisable. Donc, dans ce cas-là, il s'agit vraiment de limiter les effets et trouver des actions de prévention qui existent tout de même. Il y a eu un certain nombre d'entreprises
suivis par les médecins du travail où il y a un rythme de travail qui est revu ou adapté pour limiter l'exposition pendant la phase de nuit, comme le prévoit le Code du travail, le bornage en termes horaires. Madame Weibel l'a aussi évoqué, il y a aussi le rythme biologique qui influence aussi à certains horaires particuliers, donc prendre en compte ces effets-là dans l'approche pour faire de la prévention primaire. Bien sûr, limiter la durée d'exposition. C'est possible aussi, par exemple, passer en journée pour certaines personnes ou permettre des nuits peut-être couchées pour les veilleuses de nuit, pour aussi limiter les dettes de sommeil qui peuvent s'accumuler. On va le voir tout au long de la journée, des mesures qui ont été mises en place dans les entreprises, notamment les micro-siestes. En termes de mesures de prévention secondaire, donc là, effectivement, ça va être individuel. Il y a des mesures qui peuvent être partagées au niveau collectif, comme la formation, l'information, des impacts sur la santé pour les salariés lorsqu'ils travaillent de nuit, que ce soit par rapport à ce qui a été évoqué, des mesures d'hygiène, notamment liées à des déséquilibres alimentaires qui peuvent se mettre en place lorsqu'on travaille de nuit. Il y a aussi eu tout un tas d'informations qui peuvent se faire par rapport à la prévention du risque routier, le risque lié au trajet domicile-travail lorsqu'on rentre d'équipe de nuit, notamment mettre en place du covoiturage ou alors des systèmes de transport collectif, adapter les horaires de travail de nuit de telle manière à ce que les gens puissent prendre les transports en commun. C'est tout un tas de réflexions et de mesures qui ont pu être constatées dans cette enquête. Et bien sûr, informer les salariés à l'importance des cycles de veille-sommeil de telle manière à ne pas commencer une deuxième journée de travail à domicile pour gérer sa vie familiale et la vie professionnelle lorsqu'on rentre d'équipe de nuit. Les mesures de prévention tertiaire, donc là, on va être effectivement dans des mesures qui permettent le suivi médical usuel et complété par d'autres mesures complémentaires. Donc, que ça soit des tests ou des études liées sur des supports comme sont énumérés ici, par rapport à la somnolence et l'apnée du sommeil, ou alors par rapport à la qualité du sommeil. La détection du chronotype permet effectivement aussi d'approfondir un peu les typologies des salariés et leur possibilité du travail de nuit ou en équipe. Et puis un certain nombre de questionnaires avec réalisation de bilans biologiques ciblés. Les freins et leviers qui ont été évoqués dans le cadre de cette enquête concernaient essentiellement des mesures qui ont été refusées, soit par la direction, soit par les salariés, parce que comme on l'a vu ce matin aussi, il y a des compensations qui font partie effectivement des règles fondamentales pour les travailleurs de nuit. Donc ce sont des mesures de compensation qui ne satisfont pas forcément tout un chacun. Lorsqu'on veut toucher à certaines dispositions et mettre en place des mesures de prévention, et d'autres actions qui avaient été proposées par les médecins du travail n'ont pas toujours été retenues aussi dans le cadre de l'évolution et l'évaluation dans les entreprises, que ce soit par rapport aux horaires de début et de fin du travail de nuit, la charge de travail aussi, qui pourrait être un facteur important, puisqu'on a vu la vigilance est quand même un paramètre qui intervient dans le lit de nuit.
La des siestes, c'est encore une difficulté pas facile à faire, un sujet pas facile à faire passer dans les mentalités d'aujourd'hui, mais on y reviendra tout au long de la journée, des différentes propositions qui ont été faites et qui arrivent effectivement à être mises en place et amènent vraiment une amélioration de la performance et de la qualité de vie au travail. Je vous remercie pour votre attention. Merci mesdames, vous avez été très efficaces.